Bonjour, je vous propose donc le corrigé de l'épreuve de mathématiques du CRPE Groupement 2, session 2020. Je vais donc corriger la partie 1 et la partie 2. Alors ce corrigé vous est proposé par ecrpe.com. Donc le document que j'ai, je vous recommande plutôt de télécharger le sujet sur internet. Donc là j'ai reçu très gentiment le scan d'une étudiante qui me l'a posté donc hier ou avant-hier. Et donc voilà, la première partie, nous avons donc la partie A, c'est l'installation. Donc c'est l'installation de panneaux voltaïques. On vous dit le toit de la maison de Madame Martin est de la forme d'un trapèze rectangle A, B, C, D. Ok, représenté ci-dessous. Nous avons les dimensions de AB, AD et CD. Nous avons ici une vue de dessus du toit. Donc la figure n'est pas à l'échelle. Et on vous dit ceci, nous avons un point E du segment AD. Donc le point E appartient au segment AD. Et il est tel que, le point E est tel que le quadrilatère AB, donc A, B, C, E est un rectangle. On vous dit le support dédié au panneau. Donc le support dédié au panneau, voltaïque correspond au rectangle AMNP. Donc A, alors est-ce que vous le voyez? Oui. Donc AMNP. Donc ça c'est le support dédié au panneau voltaïque. Alors on souhaite donc déterminer, l'objectif c'est de déterminer la position du point P sur DE pour que l'aire du support AMNP, donc pour que cette aire-là soit comment? Soit la plus grande possible. Donc on va essayer de maximiser l'aire du panneau photovoltaïque. Alors, on souhaite bien sûr déterminer la position du point P. On suppose donc le point P qui est bien sûr sur le segment DE. Donc on veut déterminer la position du point P qui se trouve sur le segment DE. Tout ça pour que l'aire donc AMNP soit la plus grande possible. Alors on note X, donc on note X, la longueur du segment DP. Donc DP c'est X. Exprimé bien sûr en mètres, et A de X, donc A de X est l'aire du rectangle AMNP, exprimé en mètres carrés. Alors première question, donc très rapidement, première question, expliquez pourquoi X doit être compris entre 0 et 4, démontrer que Pn est égal à 2x, montrer que pour tout nombre x compris entre 0 et 4, on a A de X égale 14x moins 2x au carré, et ensuite enfin calculer l'aire du support au mètre carré si l'on choisit x égale 2. Alors on va commencer donc par cette partie là. Donc nous voici avec la figure. Alors donc ici j'essaie de rédiger le mieux que j'ai pu la réponse. Donc j'ai reproduit la figure. Alors voilà ce qu'on peut lire. On peut donc lire ceci. Comme le quadrilatère ABCE est un rectangle, alors EA égale CB égale 3 mètres. Donc EA égale CB, donc comme CB égale 3 mètres, alors EA égale aussi 3 mètres. On a donc DE égale DA moins EA, soit DE égale à 7 moins 3, d'où DE égale 4 mètres. D'accord, DE ici, donc DE égale 4 mètres, puisque là j'ai 7 mètres, là j'ai 3 mètres, donc là j'ai 4 mètres. Et on nous dit que DP est égal à X. Donc DP, cette longueur-là, est égale à X. D'accord? Donc DP est égal à X. Alors regardez bien, il faut maintenant justifier que X est compris entre 0 et 4.
comme le point P est situé sur le segment DE, comme le point P est situé sur le segment DE, alors si P est en D, donc dP égale 0. Et si P est en E, alors dP égale 4. On en déduit que dP, donc x, puisque dP égale x, est bien compris entre 0 et 4. Ensuite, on me demande de la question numéro 2, démontrer que Pn égale 2x. Donc on me demande de démontrer que Pn égale 2x. Alors voilà ce qu'on va dire. On va dire ceci. Les points D, P et E d'une part, et D, N et C d'autre part, sont alignés dans cet ordre. De plus, les droites NP et CE sont parallèles car elles sont perpendiculaires à une même troisième, la droite DE. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a donc dP sur dN égale dP sur DE égale dN sur DC égale Pn sur EC, avec bien sûr dP égale x, DE égale 4 et EC égale 8. Et je n'ai plus qu'à remplacer, ce qui me donne, on a donc Pn sur 8 égale x sur 4. Je multiplie les deux membres par 8, ce qui va me donner Pn égale 8x sur 4, je simplifie par 4, ce qui me laisse Pn égale 2x. Troisième question, montrer que pour tout nombre x compris entre 0 et 4, on a a de x égale 14x moins 2x au carré. On sait que a de x, c'est l'aire du rectangle AMNP. L'aire du rectangle AMNP est égale à NP fois PA, avec bien sûr Pn égale 2x, PA égale bien sûr AD moins DP. PA égale AD moins DP. D'accord? Je répète, PA, que voici, PA égale DA, d'accord, moins DP. Et donc ça me fait directement, donc PA égale à tout simplement 4 moins, PA égale à 7 moins x. Et donc ça me fait A de x égale donc Pn, c'est-à-dire 2x, que multiplie PA, c'est-à-dire 7 moins x, donc soit A de x égale, en développant, 14x moins 2x au carré, bien sûr après développement. Quatrième question. Alors quatrième question. On me dit calculer l'aire du support, en mètres carrés si l'on choisit x égale 2. Donc pour déterminer l'aire du support pour x égale 2, on n'a qu'à remplacer simplement x égale 2 dans l'expression ici. Donc j'ai a de 2 égale 14 fois 2 ça fait 28, 2 au carré ça fait 4, 4 fois 2 8, 28 moins 8, ça fait bien entendu 20 mètres carrés. J'ai remplacé x par 2. Alors ensuite, apparemment, il y aurait une cinquième question. Alors la cinquième question, elle dit quoi? Elle dit ceci. Le graphique ci-dessous représente l'aire du support. Donc l'aire du support, on a en abscisse la longueur. Donc en abscisse, on a la longueur x et en ordonnée, on a l'aire du support. Et donc c'est pour ça qu'on a exprimé l'aire du support en fonction de x. Et on me demande de répondre aux questions suivantes par lecture graphique. Donc la première question, c'est quelle est l'aire? Alors vous ne la voyez pas, je vais essayer de la monter un peu plus comme ceci.
Donc la question c'est quel est l'aire en mètres carrés du support si la longueur x est égale à 3 mètres. Pour quelle valeur au pluriel de la longueur x l'aire du support est-elle égale à 12 mètres carrés? Enfin, pour quelle valeur de la longueur x l'aire du support est-elle maximale? Alors on passe donc à la question 5 et voilà ce qu'on va dire. On va donc dire ceci. On va dire ceci. Alors, l'aire en mètres carrés du support pour une longueur x égale à 3 mètres est l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 3. Donc par lecture graphique, on lit bien une aire de 24 mètres carrés. Deuxième, petit b, je vous rappelle ce que c'est, pour quelle valeur de x la longueur, pour quelle valeur de la longueur x, non, pour quelle valeur de la longueur x l'aire du support est-elle égale à 12 mètres carrés? Donc voilà ce qu'on va dire. Il n'y a qu'un seul point de la courbe d'ordonnée 12. L'abscisse de ce point est égale à 1. L'abscisse de ce point est égale à 1. Donc là, je vais supprimer ça. Donc la seule valeur de la longueur x pour laquelle l'aire du support est égale à 12 mètres carrés est tout simplement et x égale 1. Donc ça, c'est la réponse à la question 5 de la partie A. On va maintenant passer à la suite. Donc on va passer à la partie B. Alors la partie B, qu'est-ce qu'elle dit? Donc la partie B, nous avons nous avons un tableau qui liste les différentes énergies renouvelables. Et donc nous avons ici la filière éolienne. Donc l'unité c'est des térawattheures. Donc la filière éolienne avec sa production, la filière solaire, hydraulique et bioénergie. Et la première question est celle-ci. Calculer le pourcentage que représente l'énergie électrique produite par la filière solaire par rapport à l'énergie électrique produite par l'ensemble des filières des énergies renouvelables. Donc là, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire la somme, on va calculer la production totale donc des énergies renouvelables et on va déterminer la proportion ou le pourcentage de celles produites par l'énergie, par la filière solaire. Donc on va diviser la production de la filière solaire par la production totale. Alors voilà les réponses. Donc ici, ah oui, j'ai oublié une question. La question précédente, rappelez-vous, ouais, ici il y avait une question, dans la question 5, pour quelle valeur de la longueur x l'aire du support est-elle maximale? Donc rappelez-vous, nous avons ici notre courbe, donc tout le monde a compris que l'aire est maximale, l'aire est atteinte au sommet de la courbe, et donc je n'ai qu'à lire l'abscisse du point qui se trouve ici, donc 3,5. Donc voilà ce que dit la réponse à la question 5. L'aire est maximale pour x égale combien? 3,5 mètres. C'est la valeur correspondant à l'abscisse du sommet de la courbe. Ok, donc maintenant pour la partie B, les différentes énergies renouvelables. Donc la production totale est tout simplement égale à la somme de ces 4 productions ou de 4 productions, ce qui fait une production totale de 88,8 l'unité c'était quoi déjà? Des térawatts, d'accord? Donc nous avons 88,8 térawattheures. Et le pourcentage que représente l'énergie donc électrique est tout simplement le rapport, d'accord? C'est le rapport des deux. Donc le rapport, comme j'ai dit, 9,2 divisé par 88,8 fois 100, ce qui me donne 10,4%, résultat arrondi à 0,1
près. Ensuite, il y avait une question 2. Alors la question 2, qu'est-ce que c'était? La question 2, c'est en 2017, l'électricité renouvelable a couvert 18,4% de l'électricité consommée en France. Calculer la quantité totale d'électricité consommée en France en 2017. On donnera l'arrondi au dixième de térawattheure. Donc ici, on va donc dresser ce qu'on appelle tout simplement un tableau de proportionnalité. Donc là, j'ai la consommation totale en électricité qui représente 100%. Et bien sûr, je vais chercher la proportion donc de l'énergie renouvelable. Alors ici, l'énergie renouvelable, la production totale est de 88,8. Elle représente bien sûr, 18, c'est indiqué ici. Donc l'électricité renouvelable représente 18,4% de l'électricité consommée en France. Et on me demande de calculer la quantité totale d'électricité. Donc cette quantité totale X représente bien sûr 100%. Donc les 88,8 TWh représentent 18,4%. Donc je n'ai qu'à faire tout simplement un joli produit en croix. Et donc on va faire 18,4 que multiplie X égale à 88,8 que multiplie 100. Ce qui me donne tout simplement, là j'étais un peu vite, il faudrait recalculer ça, et donc là il suffira de rajouter que X, n'est-ce pas, est tout simplement égal à 100 que multiplie 88,8, le tout divisé par 18,4. Et donc, et ça me donne une production totale de 482,6 TWh. Ceci bien sûr arrondi au dixième de TWh. Donc voilà pour la partie B. On va passer, si vous voulez bien, maintenant à la partie C. Alors la partie C. Donc ici, il y a Madame Martin qui fait bouillir donc un demi-litre d'eau dans une bouilloire pour préparer son thé tous les matins. Et donc voilà les conditions. Vous avez les 3 documents qui vous donnent les renseignements. Premier renseignement, pour calculer l'énergie en watts-heure, il faut multiplier la puissance en watts par la durée, par le temps en heures. Donc ça me donne l'énergie électrique. La durée du chauffage du demi-litre d'eau est bien sûr tous les matins de 1 minute 26, que l'on va convertir, donc 1 minute, 26 secondes, que l'on va convertir en secondes. Ça fera donc 60 plus 26, soit 86 secondes. Et la puissance de cette bouilloire est de 2200 watts. On me signale que le prix de l'énergie électrique hors taxe est de 0,0997 euros par kilowattheure. Et bien sûr, on a une TVA à combien? À 20%. Et donc la question, c'est de calculer, la question est celle-ci, calculer le prix de l'énergie électrique, toute taxe comprise, utilisée par Madame Martin pour préparer son thé chaque matin durant toute l'année 2018. D'accord? Donc en fait, ici nous avons une durée de 1 minute 26 tous les jours, donc c'est-à-dire 86 secondes par jour. Je vais donc multiplier ça par 365, sachant que l'année 2018 n'est pas une année bissextile. Donc je vais multiplier par 365. Ça me donnera donc, et bien sûr ça c'est 86 secondes par jour. Donc vous multipliez tout ça par 86 pour avoir la durée totale de chauffage sur l'année.
Ensuite, ici, j'ai une puissance de 2200 watts que je pourrais convertir en kilowatts. Donc, voilà ce que ça va donner. Alors, donc mes réponses, elles sont ici. Alors voilà, donc on me dit notre énergie, l'énergie donc est égale à P fois T. Donc ça c'est l'énergie électrique consommée par la bouilloire pour chauffer 0. Donc on va calculer l'énergie consommée par la bouilloire pour chauffer 0,5 litres d'eau pendant bien sûr 1 minute 26 secondes, soit pendant tout simplement 86 secondes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Et ce, bien sûr, avec une puissance de 2200 watts, soit 2,2 kW. Alors donc la consommation, ou plutôt l'énergie consommée, n'est-ce pas? C'est donc la puissance, 2,2, multiplié par le temps, donc 2,2 multiplié par le temps. Ici, la durée, donc 86 secondes, et donc là je vais trouver, alors attention parce que qu'on lise bien, donc là ça fait 2,2 que multiplie 86, et donc comme l'unité c'est des kilowatts, et là c'est des secondes, donc ce que j'ai trouvé ici c'est des kilowatts, secondes. Donc j'ai écrit ici, soit 189,2 kilowatts secondes. Le prix hors TVA d'un kilowatt seconde, puisque là c'est, on me donne le prix hors TVA pour 1 kWh, donc pour 1 kWh seconde, je divise par 3600. Donc ça me fait le prix kilowatt seconde. Le prix donc TTC de l'énergie électrique utilisée par Madame Martin toute l'année est donc égal à, alors bien sûr 189,2, que multiplie le prix du kilowatt seconde, que multiplie 360 jours, et donc ça me donne le prix hors taxe. Et vous savez, quand vous avez une TVA de 20%, ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1,2. Donc je multiplie le hors taxe par 1,2 pour trouver le prix TTC de 2,30 € TTC. Alors bien sûr, on aurait pu procéder autrement en effectuant d'autres conversions. Donc voilà pour la partie C. La partie D, donc pour la partie D, on a une installation d'un récupérateur d'eau, donc qui est composé, en fait, c'est une pyramide tronquée. Donc si vous regardez bien la figure ici, nous avons une pyramide normale, et bien sûr on a une pyramide plus petite, et on a ce qu'on appelle le tronc de la pyramide. Et donc ça c'est notre récupérateur d'eau. Et l'objectif c'est de trouver le volume de ce tronc de pyramide. Et pour ça, schématiquement, on va donc calculer le volume de la grande pyramide moins le volume de la petite pyramide pour trouver le volume du tronc. Donc là nous avons plusieurs mesures, donc comme indiqué ici. Encore une fois, essayez d'avoir le sujet devant vous, c'est beaucoup plus pratique. Donc ici nous avons AB, donc on a dit c'est une pyramide à base rectangulaire. Donc la base c'est, donc la longueur c'est AB qui fait 1,9 m. La largeur elle fait, attention, 92 cm, faites attention, 92 cm soit 0,92 m. Ensuite, alors attention, H', c'est bien sûr cette longueur-là, c'est la longueur de notre récupérateur d'eau. Et bien sûr, SH, c'est la longueur c'est plutôt la hauteur de la grande pyramide. Donc SH est la hauteur de la grande pyramide. Je vous rappelle que le volume d'une pyramide, c'est 1/3 que multiplie l'aire de base fois la hauteur. Donc l'aire de base ici de notre grande pyramide, c'est un rectangle. Donc on va multiplier longueur par largeur. On va multiplier tout ça par la hauteur qui est SH et on va diviser par 3 puisque le volume est égal à 1/3 fois R
de base fois la hauteur. Alors, question numéro 1, on me demande de calculer le volume V1 de la pyramide S, A, B, C, D. En mètres cubes, bien sûr. Alors, bien respecter la consigne, en mètres cubes arrondi au litre. J'ai fait juste une vidéo avant le CRPE, justement, pour vous alerter sur tous ces arrondis. Et le sujet, il ne comporte que des arrondis. Donc, faites attention, c'est des points qui tombent. Donc, soyez très, très attentifs avec la consigne. Alors, donc, petit a, donc on va calculer V1. Alors, on va commencer par ça, et puis après, on verra. Alors, voilà ce qu'on donne. Donc, nous avons effectivement les dimensions suivantes, AB, AD, HH' et SH. D'accord? Donc, la base rectangulaire ABCD de la pyramide a pour R, bien sûr, AB fois AD, soit 1,9 que multiplie bien sûr 0,92 mètres. Et ça me fait donc une R de 1,748 mètres carrés. Donc V1, qui est le volume de la pyramide SABCD, est donc égal à 1 tiers de l'aire du rectangle ABCD fois la hauteur SH. Je n'ai plus qu'à remplacer l'aire par 1,748 mètres carrés, SH par 4,6 mètres, et donc écrire V1 égale 1 tiers fois 1,748 que multiplie 4,6, soit V1 égale 2,680 mètres cubes, encore une fois, arrondi au litre. Donc en fait, j'ai pris 3 chiffres après la virgule, puisque 1 décimètre cube égale 1 litre. Voilà, donc convertir au litre près revient à convertir au décimètre cube près. Question numéro 2 et question numéro 3. Question numéro 2. Question numéro 2. Calculer le coefficient de réduction permettant de passer de la pyramide SABCD à la pyramide SA'C', D'. Autrement dit, quel est le coefficient qui me permet de passer de cette grande pyramide à cette petite pyramide. D'accord? La grande à la petite. Donc c'est bien sûr un coefficient de réduction. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé ce coefficient de réduction, on me demande d'en déduire le volume V2 de la pyramide SA'B', C', D' en mètres cubes, de nouveau arrondi au litre. Alors voilà ce qu'on va dire. On va dire ceci. Le coefficient de réduction, le coefficient que j'appelle K, de réduction, permettant de passer de la pyramide BCD à la pyramide SA'B', C', D', est égal au rapport des hauteurs des deux pyramides. Donc le rapport K, c'est tout simplement la hauteur de la petite pyramide, SH', divisé par SH. Je remplace. Or, on sait que SH', attention, SH' n'est pas donné, donc il y avait quand même un calcul préalable à faire pour SH'. Vous voyez, SH', c'est SH moins HH'. Et rappelez-vous, HH' a été donné, et donné quelque part ici. HH' est égal à 1,84 et SH est égal à 4,60. Donc SH' égale à 4,60, donc SH moins HH', soit 1,84. Donc, pour trouver mon rapport K, je fais donc SH' égale 4,60 moins 1,84, ce qui me donne SH' égale 2,76. On a donc K qui est égal à 2,76 divisé par 4,60, soit un coefficient de réduction égal à 0,6. Et à partir de là, on me demande de déduire
le volume de la pyramide V2, autrement dit, le volume de la petite pyramide. Alors voilà ce qu'on remarque, puisque nous avons la petite pyramide est une réduction de la grande. Vous savez que lorsque dans une réduction, les longueurs sont multipliées par k, les aires sont multipliées par k au carré et les volumes sont multipliés par k au cube. Donc voilà ce qu'il faut bien sûr remarquer, c'est que ici, donc je vous l'ai écrit ici, dans une réduction, les longueurs sont multipliées par k et les volumes par k au cube. On a donc V2, n'est-ce pas, égale K3 que multiplie V1, soit V2 égale 0,6 au cube que multiplie 2,680 mètres cubes. On a donc V2 égale 0,579 mètres cubes arrondi au litre. Nous avons une troisième question et elle dit quoi? Elle dit ceci: montrer que le volume V du récupérateur d'eau est environ égal à 2,101 mètres cubes. Le volume d'eau du récupérateur est tout simplement égal au volume de la grande pyramide, soit V1, moins le volume de la petite pyramide, soit V2. Alors on associe donc le volume grand V du récupérateur d'eau est égal à la différence des volumes des deux pyramides. On a donc V égale V1 moins V2, soit 2,68 moins 0,79, ce qui me donne bien sûr un volume V égal à 2,101. Le fait de proposer l'énoncé, ça vous permet effectivement de vérifier votre réponse. D'accord? Donc ça vous donne une forme de sérénité, ça vous dit tiens, j'ai fait une erreur de calcul, voilà. Donc ça c'est toujours bienvenu quand vous avez à démontrer ou à trouver un résultat. Enfin nous avons une dernière question qui est la 4 et qui dit quoi? La 4, elle dit Madame Martin possède un arrosoir d'une capacité de 12 litres, calculez le nombre d'arrosoirs qu'elle peut remplir complètement avec l'eau contenue dans son récupérateur. Donc elle a un récupérateur de 2,101 mètres cubes. On va donc convertir les 2,101 mètres cubes en décimètres cubes, ce qui va donner 2101 décimètres cubes, qui équivaut aussi à 2101 litres. Donc pour déterminer donc on va dire soit N, on a donc 2,101 mètres cubes égale à 2101 décimètres cubes ou 2101 litres. Donc on va dire soit N, le nombre d'arrosoirs que Madame Martin peut remplir complètement. On a donc N égale à 2101 divisé par 12, soit N, attention, là il faut donner un nombre entier, soit N égale à combien? Égale à 175. Très bien. On va maintenant passer à la deuxième partie, c'est-à-dire, nous avons d'abord, il faut que je récupère l'énoncé, donc la deuxième partie, c'est ceci. Donc là, il est question, de gérer son parc d'éoliennes. Donc un exploitant donc, procède à des relevés de la vitesse du vent sur l'une d'entre elles. Alors durant l'année 2019. Donc ces relevés ont été effectués toutes les minutes. Combien de relevés ont été réalisés en 2019? Bon, encore une fois, comme tout à l'heure, 2019 n'est pas une année bissextile. Donc pour trouver le nombre de relevés, il suffit de trouver le nombre de minutes dans l'année. Donc le nombre de minutes dans l'année, c'est d'abord 365 jours, multiplié par 24, ce qui va me donner le nombre d'heures, multiplié par 60, qui va me donner le nombre de minutes. Donc le calcul est très simple. Donc ici, une année donc compte 365 jours, donc 2019 n'étant pas une année bissextile. Alors on va convertissons l'année en minutes. Donc l'année en minutes est bien sûr correspondant au nombre de relevés réalisés en 2019. Donc nous avons au total
365 fois 24 fois 60, soit 525 600 relevés. Ensuite, question numéro 2, le tableau suivant donne plusieurs résultats statistiques issus de ces relevés. Alors nous avons l'étendue, la médiane, la moyenne et bien sûr la valeur maximum. Alors attention, on précise qu'une éolienne de ce parc tourne dès que la vitesse du vent atteint 3 mètres par seconde. Donc il faut un minimum de 3 mètres par seconde pour que l'éolienne tourne. Sa puissance, il faut que à sa puissance électrique stabilisée, alors donc cette éolienne a sa puissance électrique stabilisée dès que la vitesse du vent atteint 13 mètres par seconde. Donc on considère qu'elle a elle est stable pour une vitesse du vent égale à 13 mètres par seconde. Mais elle s'arrête dès que la vitesse du vent est supérieure à 25 mètres par seconde. Donc déjà, quand je regarde les données que j'ai ici, comme la valeur maximum est de 24 mètres par seconde, je vois que cette contrainte-là n'est jamais satisfaite, puisque la vitesse du vent maximum, c'est combien? 24 mètres par seconde dans les relevés. Donc la vitesse du vent n'a jamais été supérieure à 24 mètres par seconde. Donc cette condition-là, elle ne compte pas. Bien, donc petit a, le gérant prétend que les éoliennes de son parc n'ont pas fonctionné continuellement durant l'année 2019. A-t-il raison? Alors, à quelles conditions l'éolienne ne fonctionne pas continuellement? À condition, bon, cette condition-là, elle n'existe plus. Il me reste une condition. Il faut que la vitesse du vent, d'accord, soit au moins égale à 3 mètres par seconde. Donc si j'ai une vitesse si la vitesse du vent est inférieure à 3 mètres par seconde, l'éolienne s'arrête. Et donc c'est très facile à avoir une réponse, puisque j'ai la valeur maximum, j'ai l'étendue. Qu'est-ce que c'est l'étendue d'une série statistique? C'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Donc Xmax moins Xmin vous donne l'étendue. Donc la valeur maximum est 24 mètres secondes. L'étendue est de 23 mètres. Donc étendue égale valeur maximum moins valeur minimum. J'en déduis que la valeur minimum est tout simplement égale à 1 mètre par seconde. Ça veut dire qu'il y a eu des jours où la vitesse du vent a été inférieure à 3 mètres par seconde. Donc le gérant a raison donc, en tenant de tels propos. Alors je rédige un petit peu ici. Donc voilà ce que j'ai écrit. Donc l'étendue est la différence entre la vitesse maximum, donc Vmax, et la vitesse minimum Vmin. Donc j'ai comme E égale Vmax moins Vmin. J'ai donc Vmin égale Vmax moins E. Donc d'où Vmin égale 24 moins 23, c'est-à-dire 1 mètre par seconde. Il a donc été relevé une vitesse du vent inférieure à 3 mètres par seconde. Donc le gérant a donc raison d'affirmer que les éoliennes n'ont pas fonctionné continuellement durant l'année 2019. Ensuite, nous avons une autre question. Peut-il affirmer que les éoliennes ont délivré une puissance électrique stabilisée pendant au moins la moitié du temps? Donc peut-on affirmer que les éoliennes ont délivré une puissance électrique stabilisée pendant au moins la moitié du temps? Donc la réponse ici, alors d'abord on regarde ce qu'il faut pour que la puissance électrique soit stabilisée. La puissance électrique est stabilisée dès que la vitesse du vent atteint 13 mètres par seconde. En deçà de 13 mètres par seconde, la puissance n'est pas stabilisée. Et là, le gérant affirme que
cette puissance stabilisée a été délivrée au moins a été donc stabilisée pendant au moins la moitié du temps. Ben, son affirmation, elle est vérifiée par le simple critère de la médiane. Qu'est-ce que c'est la médiane d'une série statistique? C'est la valeur du caractère xi qui partage la série en deux séries de même effectif. Autrement dit, il y a autant de valeurs inférieures à la médiane, donc il y a autant de vitesse du vent inférieure à 14,3 mètres par seconde que de vitesse du vent supérieure à 14,3 mètres par seconde. Ce qui veut dire que cette affirmation est vraie dans le sens où, pendant au moins la moitié du temps, cette vitesse-là a dépassé les 13 mètres par seconde. Donc, on va rédiger ça ainsi. On va donc rédiger ça ainsi. Alors, voilà ce que j'ai écrit. Voilà ce que j'ai écrit. Donc, une éolienne de ce parc a sa puissance stabilisée dès que sa vitesse au vent atteint 13 mètres par seconde. Comme 14,3 mètres par seconde est la valeur médiane, valeur qui est supérieure à 13 mètres par seconde, alors le gérant peut affirmer que les éoliennes ont délivré une puissance électrique stabilisée pendant au moins la moitié du temps. En effet, la médiane partage la série statistique en deux parties de même effectif, ce qui signifie que la vitesse du vent a été supérieure à 14,3 mètres par seconde dans au moins combien de relevés? 526 600 divisé par 2, c'est-à-dire dans au moins 263 300 relevés, qui correspondent bien sûr à la moitié du temps. Donc voilà pour l'exercice 1. On va maintenant passer, si vous voulez bien, à l'exercice 2. Alors l'exercice 2, qu'est-ce qu'il dit? Donc là, c'est des affirmations, c'est soit vrai, soit faux. Donc première affirmation, le nombre 4 700 001 est un nombre premier. La réponse est, l'affirmation est vraie. Pourquoi? Parce que, pour montrer, donc ici, très simple, il se trouve que j'ai la chance d'avoir un nombre qui est divisible par 3. Pourquoi je peux affirmer que ce nombre est divisible par 3? Parce que la somme de ces chiffres est un multiple de 3. 4 plus 7, ça fait 11. 11 plus 1, ça fait 12. Comme 12 est divisible par 3, alors 4 700 001 est aussi divisible par 3. Par conséquent, 4 700 001 n'est pas un nombre premier. Je ne sais pas si j'ai dit que c'était un nombre premier, mais ce n'est pas un nombre premier car divisible par 3. Donc la rédaction, je l'ai rédigée ainsi. Alors je l'ai rédigée ainsi, la réponse. Donc l'affirmation 1. Donc l'affirmation 1, elle dit le nombre 4 700 001 est un nombre premier. Alors, la somme des chiffres du nombre 4 700 001 est égale à 12. Est égale à 12. Alors ce nombre est bien sûr divisible par 3. Et comme ce nombre est divisible par 3, c'est qu'il n'est pas premier, donc l'affirmation est fausse. Question suivante. Question suivante, où est-ce que j'ai mis ma feuille? Voilà. Question suivante. L'affirmation suivante, pardon. Les nombres 2, 32 exposant 12 et 16 exposant 15 plus 3 sont égaux. Donc là, je vois que je ne peux rien faire avec ce nombre, je ne peux pas le transformer. En revanche, je vois qu'il y a une manipulation à faire ici, et donc on va essayer de transformer ce nombre pour pouvoir le comparer aisément à celui qui est proposé de ce côté. Bien sûr, si vous êtes amusé à taper ça à la calculatrice, vous allez trouver quelque chose d'immensément grand et vous ne serez pas en mesure de répondre à la question. En tous les cas, ce n'était pas ce qui était attendu. Alors voilà ce qu'on va dire donc pour cette affirmation. On va donc calculer, donc 3 exposant 12. Donc là, 3 exposant 12, 32, c'est 2 fois 16. D'accord? 32, c'est 2 fois 16. Donc 16, c'est 2 exposant 4.
du reste, il faut que je laisse plutôt 16. Donc 32 exposant 12 est égal à 2 fois 16 exposant 12. D'accord? Et donc, vous savez que a fois b à la puissance n, c'est a puissance n fois b puissance n. Donc, ça me donne 2 exposant 12 que multiplie 16 exposant 12. Donc, ce que j'ai fait ici, 32 exposant 12, c'est 2 fois 16 exposant 12. Donc, ça fait 2 exposant 12 fois 16 exposant 12. Donc, 32 exposant 12. Alors, je convertis 2 exposant 12 en faisant puissance d'une puissance. 2 exposant 12, c'est tout simplement 2 exposant 4, le tout exposant 3. Vous voyez? 4 fois 3, 12. Et donc, pourquoi j'ai écrit ça? Pour pouvoir faire ressortir ici 2 exposant 4. 2 exposant 4, c'est 16. Ce qui veut dire que 2 exposant 4 à la puissance 3 fois 16 à la puissance 12, je remplace 2 exposant 4 par 16, ce qui fait 16 exposant 3, que multiplie 16 exposant 12. J'ai deux nombres à des puissances différentes, je fais leur produit, je fais donc la somme des puissances, puisque a exposant n que multiplie a exposant m, c'est a exposant n plus m. D'accord? Donc 16 exposant 3 fois 16 exposant 12, c'est 16 exposant 3 plus 12, 16 exposant 15. Donc la comparaison est très simple, on voit très bien que 16 exposant 15 est différent de 16 exposant 15 plus 3. Par conséquent, 32 exposant 12 est différent de 16 exposant 15 plus 3. On en déduit que l'affirmation 2 est fausse. Ensuite, affirmation 3. La somme des carrés de deux nombres entiers naturels consécutifs. La somme des carrés de deux nombres entiers naturels consécutifs est toujours un nombre impair. Donc si vous prenez, vous pouvez faire une simulation, si vous faites 3 au carré plus 4 au carré, est-ce que ça vous donne un résultat pair ou impair? En toute façon, il faut le montrer. Et on verra que ça fait toujours un nombre impair. Autrement dit, on va montrer que cette affirmation est vraie. Alors voilà comment on va s'y prendre. On va donc prendre deux entiers consécutifs. Le premier, je vais l'appeler n, et le second, je vais l'appeler n plus 1. Donc, on va dire soit n et n plus 1, deux entiers consécutifs. Donc soit n et n plus 1, deux entiers consécutifs. D'accord? Donc je fais le carré de n plus 1, et je rajoute au carré de n. Hein, ça c'est la somme des carrés des deux entiers consécutifs. Donc je fais leur somme. Là j'ai une identité remarquable. A plus b au carré, ça me fait a carré plus 2ab plus b2. Donc ça me fait n2 plus 2n plus 1. Plus n2. Je regroupe, n2 plus n2, ça fait 2n2, plus 2n plus 1. Je prends ces deux termes-là que je vais factoriser. Hein? Je l'écris ici, donc je mets 2n en facteur, ce qui me fait 2n, facteur de n, plus 1. Très bien. Donc l'objectif maintenant, c'est dans un premier temps de démontrer que ce premier terme-là est toujours pair. Autrement dit, on va montrer que 2n fois n plus 1 est toujours pair. Sachez quand vous faites le produit de deux entiers consécutifs, 7 fois 4, 7 fois 8, 5 fois 6, 9 fois 10, le produit de deux entiers consécutifs est toujours pair. Je vais vous le montrer. Donc on va donc montrer que 2 fois n plus 1 est pair. Alors on a deux cas. Soit n est pair, voyez, soit n est pair, soit n est impair. Un nombre est soit pair, soit impair. Donc, premier cas, si n est pair, ben alors le produit, j'ai un nombre pair que multiplie un nombre pair fois un nombre, ça fait toujours un nombre pair. Donc, si n est pair, le produit est pair. Maintenant, si n est impair, alors n plus 1 est pair. 7 est impair, le successeur 8 est pair. 10 est impair, 9 est impair, 10 est pair. Donc si n est impair, n plus 1 est pair. Et comme n plus 1 est pair, le produit d'un nombre pair par un entier est pair. Donc j'ai montré que quel que soit n, 2 fois n plus 1 est pair. Donc ce nombre-là est pair. Et donc si ce nombre-là est pair, vous lui rajoutez 1, il devient comment? Impair. Ce qui veut dire que je viens d'établir que 2 fois
n plus 1 plus 1 est impair. Et c'est quoi 2 fois n plus 1 plus 1? C'est tout simplement n plus 1 au carré plus n au carré. C'est la somme des carrés des deux entiers consécutifs. Par conséquent, l'affirmation 3 est vraie. Alors l'affirmation 4 n'était pas très compliquée. C'était une application directe du théorème de Pythagore. Donc là, on vous propose un triangle avec ses dimensions et on vous demande de l'affirmation C. Ce triangle est rectangle en B. Donc est-ce que l'affirmation est vraie? Donc je prends, a priori, je prends le plus grand côté, la plus grande longueur c'est 8. Donc je vais considérer ça effectivement comme l'hypoténuse éventuelle. Donc je vais donc calculer le carré de AC. Je vais calculer le carré de AB plus le carré de BC. Je vais comparer. Alors voilà ce que ça donne. Donc le triangle, on a donc AC carré égale 8 au carré. Donc AC carré égale à 8 au carré, donc 64. AB carré plus BC carré égale 6,4 au carré plus 4,8 au carré, ce qui me fait encore 64. Et bien sûr, j'en conclus, comme AB carré plus BC carré égale AC carré, alors d'après la réciproque, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est donc rectangle en B. Conclusion, l'affirmation 4 est donc vraie. Donc exercice 3, pour réaliser la rosace ci-contre, donc on a défini un motif carré et on a utilisé le programme ci-dessous. Et donc voilà, le programme carré, le motif carré il est là. Donc en fait on répète 4 fois, donc bon je vous laisse lire le programme. Question, combien de motifs carrés composent la rosace? Autrement dit, combien a-t-on de carrés ici? Ça c'est la première question. Deuxième question, quelle transformation géométrique permet de passer d'un motif carré au motif carré suivant? Et enfin, troisième question, Clément souhaite modifier le programme pour que la rosace soit composée de 10 motifs comme ci-dessous. D'accord? Donc on voudrait avoir une rosace comme ça. Quelle modification doit-il apporter au programme? Et enfin, une dernière question. On veut modifier une instruction. Donc on veut modifier cette instruction tournée pour avoir, au lieu d'avoir une rosace, on veut avoir 6 carrés disposés de la sorte. Donc là voilà pour la question. Alors là j'ai repris des figures beaucoup plus propres. Donc là vous avez donc votre rosace. Là, vous avez le motif carré. Et donc, la rosace est composée de 6 motifs carrés, car on utilise ici l'instruction répéter 6 fois. Vous voyez, répéter 6 fois le motif carré. Et bien sûr, en répétant 6 fois, donc on passe une fois dans la boucle, on a le carré. Et on va tourner de 60 degrés dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire de 60 degrés. Ce qui va donc générer une succession, la succession de carrés que vous avez ici. Donc, question numéro 2, comment on passe d'un motif carré au motif... comment on passe d'un motif carré au motif carré suivant? On passe d'un motif carré au motif carré suivant par une rotation, d'angle 60 degrés, mais bien sûr dans le sens direct. Donc par une rotation d'angle 60 degrés dans le sens direct ou bien dans le sens anti-horaire. Ensuite, pour obtenir la rosace composée de 10 motifs, comme ci-dessous, il faut répéter bien sûr la boucle 10 fois. Donc au lieu de la répéter 6 fois, c'est 10 fois. Et bien entendu, au lieu de tourner, comme je vous l'ai dit, au lieu de tourner ici de 60 degrés, on va tourner de 36 degrés. Parce qu'en fait, ici, si vous regardez bien, on a répété 6 fois un angle de 60, 6 fois 60, 360, ce qui décrit un cercle entier. Et donc là, pour réaliser donc ce motif-là, cette rosace-là, il faut bien sûr répéter la boucle 10 fois, mais bien entendu tourner de 36 degrés. Alors comment fait-on pour arriver au motif d'après?
Ben, c'est pas très compliqué. Au lieu de tourner ici, au lieu de tourner de 60 degrés, on va simplement décaler, déplacer le carré, mais si on le déplace ici, il faudrait laisser un interstice, donc il faut faire avancer de 50 plus 10. Donc en fait, rendu ici, il faut avancer de 60 pour bien sûr dessiner le deuxième carré et ainsi de suite. Donc pour arriver à ce motif-là, pour donc obtenir ce motif-là, espacé donc de 10 pixels, il faut simplement remplacer l'instruction tourner de 60 degrés dans le sens direct, le remplacer par l'instruction avancer de 60. Il va me rester un dernier exercice, donc exercice de probabilité, donc je vais retrouver l'énoncé, bon le voici. Donc voilà ce que dit l'exercice. On vous dit Kelly et Mourad ont chacun un dé cubique équilibré. Les faces de leurs dés sont soit rouges, soit bleues. Le dé de Mourad a 5 faces rouges et une face bleue. Alors chacun lance son dé. Si les deux faces supérieures sont de la même couleur, alors c'est Mourad qui gagne. Si bien sûr les deux faces supérieures sont de couleurs différentes, c'est Kelly qui gagne. Donc c'est un jeu à somme nulle, c'est soit Kelly qui gagne, soit Mourad qui gagne. On appelle ça des événements contraires. Donc si Kelly gagne, Mourad perd, et inversement. Et si Mourad gagne, Kelly perd. Alors voilà ce qu'on se propose. Kelly et Mourad se posent la question suivante. Est-il possible de colorier les faces du dé de Kelly de sorte que les deux joueurs aient la même probabilité de gagner? Donc on va d'abord faire un test. Donc Kelly propose de colorier 4 faces de son dé en rouge et 2 faces en bleu. Donc 4 faces en rouge et 2 faces en bleu. Rappelez-vous, Mourad avait un dé qui avait, donc on a dit 5 faces rouges et une face bleue. Donc Kelly, 4 faces rouges et 2 faces bleues. Démontrer que la probabilité que Mourad gagne est égale à 11 18e. Alors bien sûr, on peut faire un tableau à double entrée. Je vais d'abord vous montrer comment on peut rédiger la réponse. Donc voilà ce qu'on va dire. Donc on sait que le dé de Mourad a 5 faces rouges et une face bleue. Le dé de Kelly a 4 faces rouges et 2 faces bleues. Donc Mourad gagne si les deux faces supérieures sont de la même couleur. La probabilité d'un événement, c'est le rapport entre le nombre de cas favorables et le nombre de cas possibles. On a donc 6 fois 6, soit 36 cas possibles. Le nombre de cas favorables correspond aux deux faces supérieures de la même couleur. Donc ça veut dire que pour que Mourad gagne, il faut qu'il ait soit 2 faces rouges, soit 2 faces bleues. Alors, ça veut dire quoi 2 faces rouges? Ça veut dire que le dé de Mourad, il y a combien de possibilités pour le rouge? 4. Et pour Kelly, il y a combien de faces rouges? Pour Mourad, il y a 5 faces rouges et une face bleue. Pour Kelly, il y a 4 faces rouges. Donc on a donc 5 fois 4, soit 20 cas où les deux faces sont rouges. Et bien sûr, 1 fois 2, soit 2 cas où les deux faces sont bleues. Donc, on a au total 20 plus 2, soit 22 cas favorables. Donc la probabilité que Mourad gagne, cette probabilité est donc égale à 22, nombre de cas favorables, sur le nombre de cas possibles. Je simplifie par 2 et ça me donne 11 sur 18. Donc forcément, la probabilité que Mourad gagne est de 11 18e. Et la question, on vous dit, est-ce que le coloriage proposé permet-il de répondre affirmativement à la question que Kelly et Mourad se posent? Alors justifier. Donc voilà ce qu'on peut remarquer. Comme la probabilité que Mourad gagne est de 11 18e,
Donc la probabilité que Kelly gagne, qui est l'événement contraire, c'est combien? 7/18e. La probabilité que Kelly gagne n'est pas égale à la probabilité que Mourad gagne. Donc le coloriage proposé ne permet donc pas de répondre affirmativement à la question que Kelly et Mourad se posent, car la probabilité que Kelly gagne est de tout simplement 7/18e. Alors on arrive, donc ici j'aurais pu vous montrer ça avec un tableau à double entrée. Donc voilà ce que a Kelly. Donc il y a 2, 4, 5 rouges et une face bleue. Mourad, il a 4 rouges et 2 bleus. Donc là, ce sont tous les cas favorables. Donc c'est ce qu'on a dit. C'est bien 5 fois 4, ça fait 20. Et 2 fois 1, ça fait 2. Ce qui fait au total 20 plus 2, ça fait 22 cas favorables sur 36. Donc on peut effectivement répondre de la sorte. Alors maintenant, on va passer à la question numéro 2. Et qu'est-ce qu'elle dit? On appelle X, alors on appelle X le nombre de faces coloriées en rouge sur le dé de Kelly. Montrez que la probabilité que Mourad gagne est égale à 2x plus 3 sur 18. Petit b, déterminer la valeur de x pour répondre à la question que Kelly et Mourad se posent. C'est-à-dire, pour quelle valeur de x, la probabilité que Kelly et Mourad gagnent soit égale, puisque on veut que les deux joueurs aient la même probabilité de gagner. Alors on se rappelle que Mourad a toujours un dé qui a 5 faces rouges et une face bleue. Alors voilà comment on peut rédiger notre réponse. Le dé de Kelly a x faces rouges et bien sûr 6 moins x faces bleues, c'est logique. En reprenant le résultat établi en 1, le nombre de cas correspondant aux deux faces supérieures de la même couleur est égal bien sûr à 5 rouges pour Mourad et x rouge pour Kelly, ça fait donc 5 fois x, plus le nombre de bleus. Il y a une bleue pour Mourad et bien sûr 6 moins x bleu pour Kelly, donc 1 fois 6 moins x. En distribuant, donc 1 fois 6, 6, donc 6 moins x, ça fait donc 5x moins x, ça fait 4x plus 6. Donc il y a 4x plus 6 cas favorables. Par conséquent, la probabilité que Mourad gagne est donc égale à 4x plus 6. Je divise le numérateur et le dénominateur par 2. 4x divisé par 2, ça fait 2x. 6 divisé par 2, ça fait 3. 36 divisé par 2, ça fait 18. Donc on a 2x plus 3 sur 18 qui est égal à la probabilité que Mourad gagne. Maintenant, pour que les deux joueurs aient la même probabilité de gagner, il suffit de poser que cette probabilité-là est tout simplement égale à combien? À 1/2, puisque il faut que Mourad et Kelly aient la même probabilité de gagner, comme ce sont deux événements contraires. Pour que les deux probabilités soient égales, il suffit que l'une et l'autre soient égales à 0,5. Donc on va poser 2x plus 3 sur 18 égale 1/2. Je fais le produit en croix, ça fait donc 4x plus 6 égale 18. Et donc là, cette équation équivaut à 4x égale 12. Et ensuite, on divise les deux membres par 4. Ça me fait donc x égale 3. Donc il faut que Kelly ait exactement un dé avec 3 faces rouges et 3 faces bleues. Du reste, on peut le vérifier. J'ai pris un petit schéma. Et donc là, regardez bien, j'ai bien porté ici 3 faces rouges. Et ça, c'est pour Kelly. D'accord? Et donc là, pour Mourad, c'est bien 5 faces rouges et une face bleue. Donc là, c'est la probabilité que Mourad gagne. Donc regardez, il y a combien de cases? Donc il y a forcément 3 fois 5, 15. Vous voyez? Parce qu'on a dit que le dé de Kelly doit comporter 3 rouges. Donc 3 fois 5, 15. Et bien sûr, 3 fois 1, 3. 15 et 3, 18. Et vous avez compris, comme il y a 36 cases, donc la probabilité que Kelly gagne est aussi égale à
18 sur 36, donc à 1,5. Voilà, ainsi s'achève donc le corrigé de ce groupement 2, session 2020. Donc n'hésitez pas à faire des remarques si vous constatez qu'il y a une coquille ici ou là, ce qui peut tout à fait arriver. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à commenter et à bientôt.